Je dis donc bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont branchés, qui nous suivent, qui suivent cette émission. Eh ben, nous sommes à l'Union européenne où nous recevons aujourd'hui Madame Maria Nedelcheva, que je dis bonjour, Madame. Bonjour. Oui, voilà. Elle est donc chef de l'observation électorale de l'Union européenne et était en mission au Congo. Et je dis aussi bonjour comme ça à Monsieur Jean-François, qui est aussi consultant lobbyiste accrédité au Parlement européen et également conseiller privé de l'UDPS. Bonjour François. Bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des élections, du déroulement des élections, mais aussi, il faudra qu'on se pose des questions après, qu'est-ce qui arrivera. Alors Madame, dites-nous, vous qui avez été là-bas, vous étiez sur place, vous avez travaillé, nous avons lu le rapport. Qu'en pensez-vous? Moi, je m'arrêterai sur 3 points. Tout d'abord, je tiens à saluer encore une fois le peuple congolais qui, de par sa mobilisation, de par le respect des procédures, a montré à quel point il veut la démocratie. Il est prêt pour avoir un pays qui est sur la voie de la consolidation démocratique et qui veut que son pays se développe. Encore une fois, je rends hommage à tous les citoyens et à toutes les citoyennes congolaises. Ensuite, pour ce qui est de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, que j'ai l'honneur de diriger, première chose, nous sommes arrivés en RDC avec une idée dans notre esprit, c'est de garder notre neutralité, notre indépendance et de livrer, grâce à l'expertise que nous avons, une analyse neutre et impartiale du processus électoral. C'est ce que je me suis ce que je me suis donné comme objectif dès le début de cette mission. Donc tout au long des différentes semaines de la période de pré-campagne, de la campagne électorale et de la période post-électorale, nous avons pu observer les différentes étapes et ainsi fournir des analyses qui se veulent effectivement détaillées et neutres. Je tiens à préciser dès le début que tout ce que la mission d'observation électorale de l'Union européenne affirme est basé sur des faits qui sont constatés par nos observateurs. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur des choses que nous n'avons pas observées. Tel n'est pas notre rôle. En revanche, dès le début, en étroite coopération avec tous les acteurs de la vie politique congolaise, dès le début, j'ai tenu à rencontrer tous les candidats, toutes les organisations qui s'occupent de l'organisation de la gestion des élections, soit la CENI, les différents ministères, tous les partis politiques, tous les candidats, les ONG. Pour nous, c'était important d'avoir ce dialogue avec tous les participants et de transmettre des messages lorsqu'on s'est aperçu très rapidement qu'il y a eu un manque de communication très net, d'une part de la part de la CENI envers les partis politiques, et ensuite un manque de communication entre la CENI, les partis et les différents acteurs de la société civile. Troisième point, suite à cette analyse, nous avons formulé des recommandations qui, pour nous, recommandations, peuvent permettre à ce que les lacunes, les difficultés, les irrégularités constatées lors de ces élections puissent ne plus se reproduire pour les prochaines échéances électorales, parce que nous le savons très bien, le calendrier électoral en RDC n'est pas fini. D'accord. Vous qui avez rencontré tous les décideurs, tous les gens, les politiciens et tout le reste, il y a eu des contestations, madame. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Moi, je pense, comme je vous l'ai dit dès le début, il faut qu'on soit très cohérent avec ce qu'on dit. On ne peut pas prétendre à la neutralité et l'indépendance et en même temps cautionner tel ou tel désir de voir ce qui va se passer au plan interne. Nous avons suffisamment du respect envers la RDC, nous avons suffisamment de confiance aux partis politiques congolais. Donc nous, notre rôle, c'est encore une fois de leur rappeler que c'est par le biais de dialogue et de compromis, de consensus, que la société congolaise peut arrêter son propre projet de développement, mais qui doit inclure tous les partis politiques, tous les acteurs. Ce n'est pas en excluant quelqu'un que le pays va se consolider démocratiquement, au contraire. Mais ce n'est pas notre rôle de dire telle ou telle revendication doit être remplie ou pas. Nous avons nos propres recommandations à nous. Nous sommes très reconnaissants et nous nous réjouissons du fait que lorsque je me suis rendue en RDC pour présenter ces recommandations, les partis politiques étaient
unanimes. Ça veut dire que nous les avons tous écoutés, ils nous ont aussi tous compris. Et donc, je suis contente que nos messages sont aussi en phase avec ce qu'eux, ils demandent. Ça veut dire aussi que dans leurs revendications, il y a des réalités. Et pour le bien du peuple congolais, il est temps qu'on les attaque frontalement et qu'on parle de manière concrète et précise. D'accord. Je vais me tourner chez M. Jean-François. M. Jean-François, vous qui avez lu le rapport de Mme Nedelcheva, qu'en pensez-vous? Oui, bon, le rapport, il est complet. Je remercie beaucoup Mme Nedelcheva pour la sérénité avec laquelle elle a pu rédiger ce rapport, qui est vraiment très positif et un outil précieux, en fait. Là-dessus, je suis fier de ce rapport, mais n'empêche qu'on se pose des questions de savoir et après, puisque c'est comme on dit toujours que quand à l'école, quand un étudiant il triche, il est sanctionné. Mais nous avons en face de nous, et ce n'est un secret pour personne, que ce poste 6 est entaché de plusieurs irrégularités, des tricheries, quoi. Et qu'à un certain moment, on doit sanctionner l'équipe de la CENI. Il ne suffit pas seulement de la restructurer, mais aussi sanctionner des gens qui ont fait ainsi, qui ont occasionné qu'il y ait des tricheries. Dans toutes les élections, il y a toujours des incohérences, mais au final, le président a été élu. Mais vous contestez cette présidence? Non, en fait, le problème, c'est que, bon, il y a toujours des irrégularités, mais au Congo, c'était flagrant. D'ailleurs, dans le camp de Joseph Kabila, on en parle. Il y a certains députés, il y a certains membres de sa plateforme politique qui parlent de cela, qui parlent que certains députés sont nommés, notamment au Katanga, où un député qui était dans la mouvance présidentielle qui dit clairement que les députés ont été nommés. Et vous savez très bien que le rapport, il parle un peu de tout. Il n'y a pas seulement le rapport de l'Union européenne, il y a le rapport de la Fondation Carter et plusieurs autres rapports des missions d'observation locales sur place à Kinshasa, de la CENCO. Mais on a vu que dans ce processus, il y a eu n'importe quoi. Certains candidats ont utilisé les militaires pour aller faire le bourrage d'urnes. Et ce qui est grave, on en parle peu, c'est que la question des droits de l'homme, durant ce processus, il y a eu des morts à Kinshasa et dans plusieurs provinces du pays. On n'en parle pas. Au moment où nous parlons, M. Etienne Tshisekedi est en résidence surveillée, mais on n'en parle pas. Donc on s'est dit, bon, ça y est, il a triché, voilà, la CENI a proclamé Joseph Kabila. C'est vous qui dites qu'il a triché, mais vous n'êtes pas allé en justice pour ça, donc en même temps, peut-être que vous n'avez pas des preuves. Je tiens à vous affirmer avec force qu'il n'y a pas la justice au Congo. C'est à vous maintenant de prouver le contraire. Vous voulez un état de droit sans aller en justice, c'est pas cohérent ce que vous faites. Il n'y a pas la justice au Congo. On a vu ce qui s'est passé à la Cour suprême, au ministère de la Justice. Un exemple plus flagrant. Dans le gouvernement sortant, le ministre de la Justice faisait l'intérim de ministre de la Défense. Vous savez ce qui est arrivé lorsqu'il s'est rendu, je ne sais pas, à Kitambo? Eh bien, on a tué sur sa voiture. Vous voyez que même le ministre de la Justice est insécurisé. Même le ministre de la Justice, il n'a même pas porté plainte, puisqu'il sait que vraiment, il n'y a pas la justice. Oui, mais il faut savoir, il a été tiré par qui déjà pour voilà. commencer. C'est pas le gouvernement qui a tiré sur lui. Les opposants, en fait. Voilà. Donc, ni les opposants non plus. Donc peut-être qu'il a des ennemis. Alors je vais me retourner chez madame qui, eux, ils ont peut-être contesté verbalement sans aller en justice. Mais il y a un homme qui s'est levé et qui est allé en justice, M. Kamere, qui a été répondu 48 heures après, négativement, malheureusement pour lui. Donc c'était négatif. Vous pensez quoi de cette procédure? Il a été jusqu'au bout et tout, mais il conteste, il dit que les choses ne se sont pas faites dans les normes. Au-delà de l'acte de M. Kamere, nous nous heurtons très rapidement au problème que monsieur a si bien souligné, le problème de la justice, de la formation des magistrats en RDC et de la manière dont la Cour suprême de justice travaille. Je tiens à signaler, encore une fois, notre mission d'observation électorale. Tout au long de notre mission, nous n'avons pas eu accès aux décisions de la Cour relatives aux candidatures. C'est un élément qui a entamé grandement et la transparence
et la crédibilité de tout ce qui se passe. Et ça nous renvoie au problème central. En 2006, dans la Constitution, il est écrit qu'une Cour constitutionnelle doit être mise en œuvre. En l'absence de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême de justice qui s'en charge en période électorale, notamment de la gestion du contentieux électoral. Ça montre à quel point le manque de transparence dans le travail de la Cour suprême de justice affecte le processus en entier. D'où notre première priorité dans les recommandations, la mise en place de la Cour constitutionnelle, avec une attention particulière à la formation des magistrats, qui sont les personnes qui sont nommées, comment ils travaillent. Le cas de M. Caméré est assez intéressant. Le dernier, avant ce que nous avons pu observer, les réunions de la Cour suprême de justice se faisaient en huis clos. Et ça s'est fait par un changement il y a à peine un an. Donc, on est tous un peu dubitatifs devant ce changement qui, au lieu d'ouvrir justement la porte pour juste montrer aux citoyens que le travail se fait en transparence, c'est fait en huis clos. Fait est que pour la demande de M. Caméré, de nouveau, la discussion a été ouverte, mais est-ce qu'elle n'était pas trop tardive? Ensuite, lorsqu'on regarde de près comment le travail a été fait, on se rend très rapidement compte des capacités limitées en termes de formation des magistrats, la manière dont sont rédigées les décisions, la manière dont sont prises des décisions, comment elles sont argumentées, donc ce qui nous ramène à un problème beaucoup plus profond. N'empêche que pour ce qui nous concerne, en tant que commission d'observation électorale, nous regrettons le manque de transparence quant au travail de la Cour suprême de justice, qui pour nous, de par son ouverture, pourrait apporter un élément extrêmement important quant à la crédibilité des résultats et quant à la confiance des citoyens, parce que c'est une question de confiance, de croire en la justice. Ça ne suffit pas qu'elle existe, ça ne suffit pas d'avoir un ministère de la justice, d'avoir une Cour suprême de justice. Les citoyens ont besoin d'avoir confiance en un système qui se porte après tout garant de leurs droits. Oui, justement, ce système-là qui se porte garant pour leurs droits, si le système ne se fait pas correctement, il ne peut pas avoir une commission pour sanctionner ce système? C'est une décision à prendre au plan interne. Moi, je fais réellement partie de ceux qui croient aux capacités du peuple congolais et des décisions qui sont prises au niveau interne. Arrêtons l'hypocrisie en quelque sorte aussi. Ce n'est pas à l'Union européenne de dire qu'est-ce qu'il faut faire et au moment où il faut faire, de dire mais maintenant on se rend compte que c'est une décision nationale. Dès le début, la responsabilité est nationale. Nous, on pourrait être des partenaires pour la mise en place de la décision. Mais ce sont les Congolais qui doivent prendre la responsabilité, qui doivent prendre cette décision. Vous savez, je viens de Bulgarie. C'est un pays qui a connu la chute du régime communiste, qui est un pays en transition. Il est beaucoup plus proche de par son expérience avec la RDC. Ce que moi j'ai compris en tant que Bulgare et ce que mon pays, on a pu voir ce qui se passe, c'est que tant que la décision n'est pas prise au niveau interne quant à la trajectoire à suivre, aucun modèle imposé de l'extérieur, aucune décision ne pourra donner des effets bénéfiques tels qu'on pourrait l'espérer lorsque la décision vient en prenant en compte le contexte interne et la situation interne du pays concerné. Alors vous pensez qu'à un moment donné au Congo, il peut y avoir des élections non contestées parce que les choses se sont bien faites? Est-ce que c'est possible? J'y crois parce que je crois aux citoyens, aux citoyennes congolais. J'ai vu des gens qui ont envie de connaître les procédures, des gens qui les connaissent déjà très bien. Il faut leur assurer les conditions pour qu'ils puissent exercer et pour qu'ils puissent montrer leurs connaissances. Nous avons vu des gens dans les bureaux du vote extrêmement motivés qui pendant des jours n'avaient rien mangé mais qui étaient là, tel l'enthousiasme de la démocratie. Ces gens-là ont une formation, ces gens-là savent ce qu'ils veulent pour leur pays. Il faut leur donner la possibilité de ne pas seulement rester dans les bureaux de vote, mais de prendre part active dans la gestion de leur pays. C'est en tout cas ce que j'ai pu voir. D'accord. Monsieur Jean-François, vous qui êtes si bien de l'opposition, dites-nous, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu un manque d'organisation de votre côté? Mais je ne pense pas, parce que nous, on a accepté d'y aller, quelles que soient les conditions. Mais le problème, c'est que le pouvoir organisateur a montré ses défaillances. Le pouvoir organisateur n'a pas cette discipline constructive, ne voit pas l'intérêt collectif. Donc, les élections, en soi, ce n'est pas une fin. Il faut voir après.
C'est pas parce qu'on organise les élections dans un pays qui est la démocratie, qui a l'état des droits ou quoi. En fait, c'était tout simplement, ce régime voulait rester au pouvoir par une parodie d'élection. Mais en fait, là je suis tout à fait d'accord avec Madame Ndetieva lorsqu'elle dit qu'elle croit au peuple congolais cette capacité. Et d'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis, je me souviens, après les élections, il avait aussi félicité la population congolaise. Il avait vu que non, en tout cas, il y avait cet enthousiasme. Le peuple voulait voter, le peuple voulait choisir. Mais ils ont choisi. Tout ça. Le peuple a choisi, a déjà choisi. Mais on n'a pas respecté le verdict des urnes. C'est ainsi que moi, j'essaie de plus de me focaliser sur les sanctions, puisque je pose une question à Mme Ndetieva. Est-ce qu'elle sera contente, dans le cadre de la démocratie parlementaire, de recevoir ici au Parlement européen des députés qui viennent de l'Assemblée nationale, qui ont été nommés, tout ça. Ces députés, en quelque sorte... C'est un problème interne, encore une fois de plus. Non, mais il y a une certaine fierté. En fait, il y a toujours, dans le cadre de la coopération, il y aura des députés qui vont venir ici, pas seulement au Parlement européen, mais dans des pays européens aussi, dans le cadre de la démocratie parlementaire, de la coopération, voire se référer aussi sur un travail fait par d'autres parlementaires de d'autres pays. Mais il faut être fier d'être élu et être reçu quelque part. Mais lorsqu'on a triché, lorsqu'on a été nommé, est-ce que c'est ça, je pose la question au final, en fait. Élu, oui, madame. Je voudrais rebondir sur deux choses. Oui. Premièrement, pour ce qui est des sanctions. Moi, sincèrement, lorsqu'on parle de sanctions et élections, pas droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, je rappelle que la mission de l'Union européenne était la seule à dénoncer les violences qui ont marqué la clôture de la campagne. Nous étions les seuls et nous n'avons pas oublié cet aspect qui pour nous reste fondamental. Mais pour ce qui est des sanctions et élections, permettez-moi de dire, je ne crois pas en la politique des sanctions, je crois à la politique de prévention. Et là, je rejoins la première partie de votre intervention. Si vous avez posé la question de l'organisation des différents partis, pourquoi certains n'ont pas pu s'organiser mieux? Parce qu'ils sont parvenus, hommage. Ils ne sont pas parvenus parce que les délais tels que décrits dans la loi n'ont pas été respectés. La cartographie des bureaux de vote, l'affichage des listes des candidats, tout ceci a eu des conséquences extrêmement négatives sur la manière dont les partis politiques pouvaient s'organiser, dont ils ont pu déployer des témoins sur l'ensemble du pays. Donc pour moi, la prévention, c'est ça, de respecter la loi, d'avoir une CENI qui respecte la cartographie, la liste des candidats, qui entretient un dialogue régulier et qui ne reste pas dans le ad hoc. À chaque fois, les décisions sont annoncées au dernier moment. À ce moment-là, on peut demander plus de responsabilité aux partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, dans les conditions que nous avions, des conditions de retard, des conditions de non-respect clairement aussi de certains partis de la loi électorale, ils ont fait un travail formidable. Mais vous devez savoir que le Congo, c'est la deuxième fois qu'il y ait des élections démocratiques. Donc peut-être que la troisième fois, avec expérience, tout le monde est averti. Aujourd'hui, que ce soit dans le camp de l'UDPS ou de M. Kamere ou des autres opposants, tout le monde aujourd'hui est averti. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, c'est facile, dans 5 ans on aura les élections, est-ce que ça sera mieux? Je crois sincèrement que les troisièmes élections, ce ne sera pas dans 5 ans, mais on aura les élections locales, provinciales, les élections pour les gouverneurs, qui, en délai de 5 ans, nous paraît à ce moment quelque peu inadmissible. Donc nous sommes maintenant cap aussi à la manière dont ces élections peuvent se dérouler, d'autant plus que pour nous, les élections locales ont un intérêt particulier dans la mesure où c'est la possibilité de montrer aux citoyens congolais qui ont cet enthousiasme et qui ont cette envie de voter, de se prononcer sur la direction de leur parti. Quel meilleur moyen que les élections locales? Donc les élections locales, maintenant, sont une grande, à mon avis, très personnel, sont une grande épreuve pour le pouvoir en place, pour les acteurs politiques en place, à quel point ils veulent combler les lacunes des élections déjà passées et à quel point ils veulent apporter des améliorations futures pour leur propre pays. Alors, êtes-vous prêt pour les élections locales? Oui, au fait, là, il y a un problème qui se pose, c'est que, bon, on s'est dit, bon, je me pose la question, pourquoi ce rapport de l'Union européenne? Parce que, bon, on dénonce, on dit qu'il y a eu tricherie, les illégalités, plein de choses qui se sont passées,
Et on en reste là, on dit, bon, et c'est fini, pensons... Parce qu'ils n'ont pas de prise de décision. Pensons aux prochaines élections. Non, l'Union européenne, dans le cadre d'un partenariat, elle peut prendre certaines décisions. D'ailleurs, monsieur, si je me souviens très bien, monsieur Bruno Ansens, le chargé d'affaires intérimaires de l'Union européenne à Kinshasa, c'est le 16 avril, il a essayé un peu de le dire, que l'Union européenne décaissera le montant de 12-16 millions à condition qu'il y ait la restructuration de la CENI. Donc ça, c'est une mesure parmi tant d'autres. Grâce à qui? Voilà, donc... Grâce à la mission d'observation électorale qui, dans son rapport, confirme que c'est une des priorités. Donc ça montre aussi qu'en tant qu'Union européenne, nous savons aussi nous arrêter lorsque notre mandat s'arrête. Le mandat de la mission de l'Union s'arrête. Le mandat est maintenant dans le service diplomatique, dans les ambassades, où ils peuvent faire prolonger les décisions et peuvent faire comprendre quel est le message de l'Union. Ce n'est réellement pas la fonction d'une mission d'observation électorale, son nom l'indique. Oui, mon vœu le plus cher, c'est que madame, qu'elle ait toujours cette oreille attentive, faire aussi une pression, plus en parler de sa manière, de façon à ce que les prochaines élections communales, provinciales, sénatoriales, qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, faire en sorte de participer le citoyen. C'est mon vœu le plus cher. Message très bien reçu. Oui. Alors, vous nous avez parlé de l'enthousiasme des Congolais et tout ça. Pensez-vous qu'ils sont satisfaits des résultats obtenus? Certainement une partie, non. Non. Et c'est le jeu de la démocratie, mais il faut savoir surmonter ça. À mon avis, ça serait beaucoup plus positif, au lieu de s'arrêter là, qu'on n'est pas satisfait lorsqu'on a voté pour le candidat qui n'est pas sorti par les résultats officiels, c'est de donner un peu de place aux émotions, aux douleurs. Je suis parlementaire, je suis élu, je sais ce que c'est une élection. Mais ensuite, passons à des conclusions. Qu'est-ce que nous avons pu mieux faire? Comment aurions-nous pu être mieux unifiés? Quelle est notre prochaine stratégie en essayant cette fois d'avoir des programmes, des projets très précis pour la société congolaise, pour ainsi renforcer le support, le soutien des autres et ainsi augmenter son résultat pour les prochaines élections. Et pour vous, de l'autre côté, qui n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Oui, mais je viens de le dire, c'est continuer toujours à faire pression, puisque bon, les élections en soit ne constituent pas la démocratie, mais j'aimerais commencer par la démocratie locale. Et que bon, comme je le dis, mon vœu le plus cher, c'est qu'il y ait cette pression de l'Union européenne pour que, à l'avenir, puisqu'on tire les enseignements de ces élections qui ont été vraiment, qui sont déroulées dans un climat inimaginable, où il y a eu pas mal de tricheries, des morts, tout ça. Donc, alors, bon, je sens que madame dit que l'Union européenne ne peut pas sanctionner. Peut-être que ça, c'est une politique de 2 poids 2 mesures, puisque bon... Quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, et on essaie de comparer ce qui s'est passé en RDC. Non, mais notre message est très clair. Les élections locales doivent non seulement avoir lieu, mais doivent avoir lieu en prenant en compte les recommandations pour ces élections. Voici notre rôle. Donc il est très clair. Tant que les recommandations ne sont pas appliquées, le rôle de l'Union, y compris sur le plan financier, ne sera plus le même. Merci madame pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes quasiment arrivés à la fin. Monsieur François, je vous remercie. Okay, merci. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine avec un nouvel invité. Merci et au revoir.